Aujourd'hui, nous parlons de philosophes arabo-musulmans, mais en réalité, nous parlons de voyage dans les philosophies du monde avec Roger Paul Droit. Roger Paul Droit, bonjour. Bonjour. C'est une grande joie de vous accueillir, Roger Paul Droit. Ça nous fait énormément plaisir. C'est une joie réciproque et un grand honneur pour moi d'être là. Merci, merci. Vous êtes philosophe, écrivain, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, universitaire, chercheur au CNRS et vous avez enseigné à Sciences Po. Et vous êtes aussi un relayeur d'opinion, un faiseur d'opinion, un journaliste. C'est dire que vous êtes une figure intellectuelle de l'espace francophone et encore une fois, nous sommes ravis d'avoir votre regard et votre caution sur la philosophie en contexte islamique. Nous disons toujours dans cette émission que nous préférons parler de contexte islamique que de parler du monde musulman, des pays musulmans, peut-être des sociétés musulmanes aussi. Mais avant cela, j'étais très intéressé moi-même par votre idée du champ clos de la philosophie close ou ouverte, et vous tordez le cou à quelques idées préconçues dans ce domaine. Vous savez, je peux peut-être commencer par raconter ma propre histoire, non pas parce que c'est la mienne, mais parce que je crois qu'elle est exemplaire finalement du parcours de bon nombre d'étudiants des années 70 pour mon cas, mais encore sans doute aujourd'hui. Je me suis retrouvé un jour à la trentaine, une fois avoir suivi mes études à Normal Sup, passé l'agrégation de philosophie, commencé un doctorat, et puis à être professeur de philosophie, estampillé, si j'ose dire, bon pour l'enseignement, heureux de découvrir la naïveté et souvent l'appétit des élèves, mais convaincu que la philosophie n'était que grecque, que hors des Grecs, si j'ose dire, non pas point de salut, mais point de philosophie, qu'il y avait ailleurs, c'est ce qu'on m'avait enseigné, que j'avais cru, on croit toujours ces bons maîtres avec ferveur et candeur, qu'il y avait en dehors du champ grec, latin, européen, disons même occidental, des sagesses, des spiritualités, des religions, de la poésie qui tout était grande et respectable, mais qu'il n'y avait pas de philosophie. Et puis, alors ça ce sont un peu les accidents de la vie ou les hasards, il s'est trouvé qu'à un moment, essayant de savoir ce que je pouvais, pour ma part, avoir à commencer de penser ou à chercher comme question, je me suis interrogé beaucoup sur l'existence ou l'inexistence du moi, le caractère consistant ou illusoire même du réel, des perceptions, des choses de ce genre. Et j'ai découvert qu'il y avait des continents philosophiques entiers, chez les logiciens bouddhistes notamment, qui avaient exploré jusque dans leur moindre recoin ces questions. Et du coup, j'ai été tout à fait saisi d'étonnement au sens propre, au sens fort. J'ai commencé à continuer à lire des traductions, j'ai fait à l'époque un peu de sanskrit, enfin, mais c'est pas cela. Ce qui m'a surtout saisi et fait travailler ensuite a été de comprendre comment, non seulement on ne m'avait rien dit, ça, c'est un silence, mais on m'avait dit que cela n'existait pas, qu'il n'y avait pas de philosophie indienne. Heidegger dit que la philosophie indienne, c'est une expression contradictoire, comme de l'acier en bois, et puis qu'il n'y avait donc pas de philosophie chinoise, ni de philosophie arabe ou musulmane, alors qu'il y avait des penseurs musulmans qui étaient arrangés dans les spiritualités ou dans la religion, de même qu'il y avait des penseurs juifs, voilà, mais que tout cela n'était pas du philosophique proprement dit. Et du coup, alors là, c'est autre chose. Je suis rentré comme chercheur dans l'histoire de cette clôture. Je me suis demandé ce qui avait bien pu se passer pour que on ne m'ait rien dit, et surtout qu'on m'ait dit cela. Et j'ai fait, après ma thèse sur la découverte du bouddhisme en Europe, des livres, enfin bon, je ne vais pas être trop long, mais
ce que j'ai surtout découvert et qui fait en quelque sorte la matière introductive même de ce voyage dans les philosophies du monde d'aujourd'hui, c'est que, en fait, cette histoire de la philosophie rien que grecque est tout à fait récente. Elle est tout à fait récente parce que, et ça a été une grande surprise, je n'ai trouvé nulle part, et j'ai travaillé plusieurs années, même une dizaine d'années sur ces questions de la présence chez les Grecs, par exemple, de ce clivage entre philosophie et sagesse. Il n'existe pas. Quand les Grecs parlent des prêtres égyptiens, ils disent philosophes. Quand Alexandre et ses troupes vont en Inde, ils découvrent les ascètes indiens et ce qu'ils appellent eux les gymnosophistes, c'est-à-dire les sages nus. Ils les appellent philosophes, de même qu'ils appellent philosophes les mages de Chaldée ou bien les druides quand ils les découvrent. Donc il y a quelque chose qui n'est pas grec dans ce clivage, et même cette ouverture s'est poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle, inclus, elle traverse toute l'histoire. Diogène Laërce, que tout le monde a étudié, en tout cas tout le Moyen-Âge, comme son livre majeur sur les doctrines illustres les vies et les doctrines illustres de l'Antiquité, ce livre s'ouvre par « on dit que la philosophie a commencé chez les barbares », c'est-à-dire les non-grecs. Et donc il y a quelque chose là qui m'a semblé tout à fait étrange. Au milieu du siècle des Lumières, Jacob Brucker publie une monumentale histoire de la philosophie, qui reprend d'ailleurs bien des travaux antérieurs. Cette histoire de la philosophie du siècle des Lumières, elle est lue par Diderot dans l'encyclopédie, elle est lue par Kant, elle est par Hegel, par Schopenhauer. C'est un livre majeur qui a influencé une grande partie du monde moderne. Eh bien, ce livre s'ouvre par 350 pages sur les philosophies non grecques, celles des Chinois, des Perses, des Chaldéens, des Arabes, évidemment. Et il y a là quelque chose, si vous voulez, qui m'a interpellé. D'où vient cette clôture? Alors, je vais pas entrer dans le détail, mais ça s'est refermé, disons, d'abord un peu avec Hegel, ensuite beaucoup avec Husserl, avec Heidegger. On a forgé le mythe d'une philosophie close, rien que grecque, qui parlerait, même Heidegger dit qu'il parle ou grec ou allemand, et hors de là, rien. Et même les champs d'investigation et de réflexion, voire de spéculation dans certains cas, sont très restreints puisqu'on parlerait que de l'être et de vérité, in fine. Voilà, et les langues où le mot « être » existe moins, je crois savoir que c'est le cas de la langue arabe, où il est moins présent en tout cas que dans la langue grecque, ne serait pas apte à la philosophie, ce qui est évidemment une énormité, une absurdité. Ce que je tente de soutenir dans ce livre, et qui est aussi un combat finalement de toute ma vie, enfin, ou des décennies passées, c'est que finalement, l'important, ce sont les usages de la rationalité. C'est de savoir comment des êtres humains, avec ou sans révélation, avec ou contre la révélation, se servent de leur raison pour avancer dans la pensée. Or, cela est évidemment valable, avec des modalités qui sont très intéressantes, je crois, à étudier, mais qui sont diverses. C'est valable dans toute langue, dans toute civilisation, dans toute époque, parce qu'il y a une étrange contradiction à l'intérieur des discours philosophiques européens. On dit, finalement, l'homme doué de raison a partout cet instrument. Socrate parle avec un petit esclave dans le Ménon et il veut montrer que sans instruction, sans rien, ce petit esclave a un sens du vrai et du faux, qu'il comprend où il s'est trompé dans la démonstration mathématique, etc. Descartes, bien plus tard, dit que le bon sens ou la raison est la chose du monde la mieux partagée. Malesherbes, si ma mémoire est bonne, dit que c'est la même raison que je consulte et qui répond aux Chinois. Autrement dit, la raison est universelle, tous les hommes l'ont, donc s'en servir
pour faire de la philosophie, s'en servir pour examiner ces concepts, ces idées, se demander si ça tient, ça se retrouve partout. Sinon, on est dans cette étrange tension qui consisterait à dire tous les hommes ont une raison, mais seulement certains s'en servent. Vous remettez les choses à l'endroit, si je puis dire, et dans votre voyage à travers le monde, vous vous arrêtez sur l'îlot ou sur le continent de la philosophie arabo-musulmane, et d'emblée vous expliquez que le préfixe arabo, c'est d'abord la langue dans laquelle on s'exprimait et la langue arabe, et aussi il y a ceux qui, parmi les philosophes qui étaient arabes, ceux qui ne l'étaient pas mais qui s'exprimaient arabe, même si certains s'exprimaient aussi en persan ou en hébreu. Oui, il y a ce grand, comment dirais-je, paysage historique et culturel où l'arabe est véritablement une langue philosophique, une langue de savoir et de culture, il est resté bien sûr, mais c'est consécutif à la fois à la réflexion sur le Coran par les penseurs arabes et la rencontre avec l'immense travail de traduction entamé sous les Omeyyades, poursuivi sous les Abbassides, qui a consisté à traduire en plusieurs générations des milliers de textes grecs, qui étaient pas seulement des textes philosophiques. D'ailleurs, je crois qu'un des moteurs de ce mouvement de traduction, ai-je appris, parce que ce sont des choses, je veux dire tout de suite aussi, et souligner le fait que je ne suis pas arabisant, je ne suis pas islamologue, je suis une sorte de généraliste, si vous voulez, et ce qui m'intéresse, c'est de rappeler, dans un livre qui est un livre finalement d'initiation, qui s'adresse à des lecteurs non spécialisés, de rappeler les grands axes, les grands points. Or, il y a là quelque chose qui singularise, me semble-t-il, la tradition philosophique arabo-musulmane, c'est d'être d'abord fondé sur une révélation et en prise, en contact avec elle, et d'autre part, en filiation des corpus grecs, de Platon, d'Aristote, qui sont lus d'une manière souvent assez particulière. Pas seulement parce que ils sont parfois pas tout à fait bien attribués. Vous savez, il y a comme chacun sait, il y a des textes d'Aristote attribués à Aristote qui sont des textes de Plotin ou de Proclus. Enfin, peu importe, ça c'est d'une certaine manière pas très grave. Je crois que ce qui est important, c'est cette idée finalement que la vérité est une. Et si elle est une, il y a d'une certaine manière pas de contradiction fondamentale entre la démarche de la raison et la parole prophétique, d'une part, mais il n'y a plus non plus de contradiction fondamentale ou de tension entre les philosophes eux-mêmes. Il y a ces deux aspects qui me paraissent tout à fait caractéristiques, et finalement, les grands penseurs arabes vont lire Platon, Aristote et même les autres Grecs, non pas comme des dissonances, mais plutôt comme une seule unité qu'il va falloir ramener, je n'ose dire à la plénitude, mais en tout cas qu'il faut aplanir. Voilà. José Paul Droit, vous dites que vous abordez les choses non pas comme un spécialiste, mais le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition, mais vous abordez les choses bien, permettez-moi de dire, et sans flagornerie aucune, avec une grande érudition, et puis les références à des islamologues de renom comme Louis Massignon, Henri Corbin et de nos jours un Christian Jambet sont des références que vous nous rendez, en tout cas pour le lecteur, encore mieux digeste, si je puis dire, et c'est là votre bienfait. Alors,
J'ai été frappé par cette idée que les philosophes musulmans hellénisants, qu'ils fussent persans ou arabes, en gros, font partie, disons, de la même filiation européenne, sauf que l'expression, au lieu qu'elle soit grecque, elle est plutôt arabe. C'est très peu connu, j'allais dire, de nos jours, cette approche-là. Oui, alors c'est une première possibilité de lecture, si j'ose dire. Dire finalement, ces grands lecteurs, ces grands commentateurs, que sont Al-Kindi, Al-Farabi, Avicenne, Averroès et d'autres, parce que, disons ça, ce sont les grandes figures, lisent les corpus grecs, en particulier et singulièrement Aristote, d'une manière qui est particulièrement fidèle, particulièrement précise et extraordinairement aiguë. Mais si on en reste là, et c'est déjà beaucoup, bien sûr, si on en reste là, on va dire, eh bien, il y a une partie, finalement, de la philosophie grecque, qui est écrite, pensée, et qui se développe en langue arabe. Et je crois que c'est évidemment un élargissement, mais on reste finalement dans le même domaine. Si on demeure là, on aura des philosophes gréco-aristotéliciens de langue arabe. On n'aura pas ce qu'est la particularité de leur lecture. Alors il y a des particularités, par exemple, lorsque Averroès invente, si j'ose dire, la distinction du possible et du nécessaire, et ça on le lui doit, ou même l'essence et l'existence, des couples de concepts qui vont être promis à une très longue postérité européenne, classique, phénoménologique, existentielle, etc. Bon, on doit du coup les réintroduire dans cette histoire. Mais ça reste, si j'ose dire, dans l'histoire du même. Et c'est la part d'altérité qui, moi, m'intéresse et qu'il ne faut pas oublier. Parce que, à l'intérieur même de ces corpus, il y a des manières de lire Aristote et Platon qui sont tout à fait singulières et qui, d'une certaine manière, transforment une partie du regard sur ces œuvres philosophiques très travaillées déjà. Et ensuite, alors je crois qu'il faut élargir un peu la focale. Et là, vous citiez Christian Jambet, qui fut un ami proche pendant longtemps. Je crois qu'un de ses mérites dans Qu'est-ce que la philosophie islamique notamment, qui est à mon avis un livre tout à fait fondamental, un de ses mérites, ça a été de dire « n'en restons pas là ». Voyons aussi le trouble que vient apporter à l'intérieur de la démarche philosophique des considérations tout à fait hautes, je pense à Sohrawardi, à l'illuminisme et à bien d'autres mystiques aussi, qui sont en même temps, comme dans d'autres traditions, chez les bouddhistes, mystiques et logiciens. Et ça, c'est une chose tout à fait frappante. La mystique n'est pas une sorte d'échappée hors de la rationalité, elle est tout à fait couplée à un travail parfois extraordinairement minutieux sur les procédures logiques, sur les manières de s'exprimer, sur la construction des idées, l'analyse des concepts, etc. Et donc c'est cela dont il faut aussi tenir compte, parce que c'est un peu aussi avec cette idée que je termine le livre, il y a cette tension entre le même et l'autre. Si vous trouvez partout de la philosophie identique à celle que vous connaissez, alors vous dites les autres sont semblables à moi et vous n'avez pas beaucoup avancé. Si vous dites ils sont complètement différents et vous les mettez en dehors et vous restez aussi chez vous, toute la difficulté et tout l'intérêt, c'est d'essayer de mesurer ce qui est altéré au sens de la différence dans des domaines que nous connaissons, ce qui est configuré autrement dans une rationalité qui est la même pour tous, mais dont les modalités d'application et même les buts, les objectifs varient.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous sommes en itinérance dans les philosophies du monde et nous nous sommes arrêtés sur le continent de la philosophie arabo-islamique avec Roger-Paul Droit pour nous expliquer, nous commenter, nous décrire le paysage que nous voyons ensemble. Roger-Paul Droit est agrégé de philosophie, philosophe lui-même, écrivain, universitaire, auteur de nombreux ouvrages, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po et surtout journaliste, faiseur d'opinion, relayeur d'opinion. Je me rappelle moi-même, Roger-Paul Droit, c'est hors question, j'allais dire, de votre ouvrage humain avec Monique Atlan, qui a fait date et qui continue aussi. Et pour cette deuxième partie de notre entretien, nous passons, si je puis dire, des philosophes hellénisants, comme on l'a dit. Vous avez cité Al-Kindi, Al-Kindus des Latins, Al-Farabi, Avicenne. Entre les deux, il y a aussi Erasès et aussi Averroès, c'est le cas classique. Et à juste raison, si tant est qu'il me soit permis de dire ainsi, Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins, bien qu'il fût sévère, il a réagi aussi en philosophe. Et là, rares sont ceux qui perçoivent le fait que son fameux écroulement, incohérence des philosophes, parce que le mot arabe est polysémique, il renvoie à l'écroulement, à l'incohérence, à la réfutation, à l'effondrement même, au bavardage, comme vous dites si bien, des philosophes. Auquel cas, plus tard, Averroès lui répondra. Donc vous avez perçu que la réaction d'Al-Ghazal était aussi en philosophe. Oui, c'est-à-dire que on fait de lui finalement un homme qui dénoncerait, on pourrait peut-être traduire encore le blabla, d'une certaine manière, ce que raconte sans consistance finalement, et peut-être même de manière tout à fait égarante et dommageable, les philosophes, et il passe, Al-Ghazal, pour être le défenseur, au contraire, de la prophétie, de la révélation, en gros. C'est peut-être pas tout à fait si simple, mais religion contre philosophie, ou en tout cas révélation contre raison. Et c'est aussi le rôle qu'on lui a fait jouer, assez souvent. Et je crois qu'il y a un parallèle, puisque je parle des philosophies du monde, il y a un parallèle à faire possible entre Al-Ghazal et puis Yehuda Halevi. L'un comme l'autre s'élève au nom de la vérité révélée contre les vérités rationnelles de la philosophie et dénonce d'une certaine manière, peut-être moins violemment chez Yehuda Halevi, mais plus fort chez Al-Ghazal, ce bavardage ou ce blabla. Mais il me semble que ça n'est pas simplement un rejet irraisonné, c'est au contraire une démonstration qui emprunte énormément dans son exposition au mode de pensée et de parler des philosophes. Alors pour cette deuxième partie, Roger-Paul Droit, si vous voulez bien, passons à ce qui pourrait être une particularité ou spécificité ou une couleur particulière chez donc Sohrawardi, cette théosophie, pourrait-on dire, cette hikma, le terme arabe, le hakim, c'est plus que le sage. Et donc, l'illuminisme ou les auteurs latins auraient parlé d'aurora consurgens. Donc, c'est une sorte de jaillissement comme ça d'Orient. Donc, la philosophie, vous avez dit, la philosophie des orientaux. Alors, qu'a-t-elle de spécifique? Qui en est le chef de file? Et qu'est-ce que cela vous a inspiré? Eh bien, je parle essentiellement comme lecteur de traduction, lecteur d'Henri Corbin, lecteur de Christian Jambet aussi, et non pas comme quelqu'un qui connaîtrait cela de première main. Mais il me semble que ce qui singularise Sohrawardi, c'est d'être à la fois ancré dans la révélation coranique, mais aussi dans le fond intellectuel et mythique persan,
Zoroastre, de quelque chose qui est finalement aussi un fond culturel antérieur. Et ce qu'il appelle l'Orient, ou les Orientaux, c'est évidemment pas géographique. C'est pas topographique. C'est pas topographique, c'est ou en tout cas c'est une topographie spirituelle. C'est ceux qui se trouvent avoir été illuminés par un éclat divin. Et donc il y a quelque chose là qui est tout à fait central, c'est qu'il n'y a pas pour Sohrawardi finalement de philosophie possible, aussi déductive, aussi rationnelle qu'elle soit, sans une forme d'expérience spirituelle première. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre. Voilà. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est que lorsque on parle, alors Sohrawardi est un penseur des lumières au sens des éclats de lumière divine et même de leur transmission, de leur correspondance avec tout un système de transmission des lumières qui est très complexe et qui ressemble aussi à des constructions gnostiques ou néoplatoniciennes. Mais ce qui me semble aussi un grand contresens, c'est que quand on parle de la falsafa comme islam des Lumières, ou très différemment de la pensée de Sohrawardi comme pensée des Lumières, le contresens qui nous guette, c'est d'entendre Lumière au sens de siècle des Lumières, qui développe plutôt une vision de la philosophie critique de la religion, en tout cas clairement extérieure, si elle n'est pas forcément hostile, clairement extérieure et définitivement extérieure au champ de la spiritualité, alors que, aussi bien, toute différence gardée, dans la falsafa que dans l'illuminisme de Sohrawardi, il y a ce lien. Il y a ce lien. Et j'ai mis en début de ce chapitre une phrase que je trouve tout à fait lumineuse de Christian Jambet dans Qu'est-ce que la philosophie islamique ? Il dit, parlant de l'ensemble de ces penseurs, ils n'ont pas été philosophes malgré l'islam, mais à partir de lui, avec lui et en lui. Parfois contre une certaine représentation de l'islam ou de la religion prophétique, mais non sans un rapport quelconque avec elle. Autrement dit, il n'y a pas de césure, et il y a au contraire toujours une forme, j'allais dire, d'accompagnement, éventuellement d'enrichissement, d'intensification. Et ça se retrouve, je crois, dans tous ces développements où l'idée qu'il y ait une perfection à atteindre, à intensifier, éventuellement à cheminer vers une perfection, ne signifie pas du tout rompre par la rationalité avec une croyance, mais au contraire, intensifier l'une par l'autre, et tout marche d'une certaine manière ensemble, tout marche d'un même pas. Il peut y avoir, comme il est normal, des rivalités d'école, des divergences de points de vue, mais il n'y a pas une sorte de césure entre raison et révélation. Et ça est une grande spécificité. On en retrouve des symétries dans d'autres perspectives spirituelles ou religieuses et philosophiques. Mais je crois que c'est tout à fait important, ça. Roger-Paul Droit, pour nos amis auditeurs, Sohrawardi, sa trajectoire de vie, courte d'ailleurs, c'est 1155-1191. On est en seconde partie du XIIe siècle. Donc, quand on parle de philosophie des Lumières ou l'illuminisme, cela, à juste raison, n'a rien à voir avec les Lumières, et vous avez bien fait de le rappeler pour nos auditeurs. J'anticipe sur la troisième partie dès maintenant, parce qu'on peut pas évoquer Sohrawardi sans évoquer un peu plus tard Molla Sadra Shirazi. D'aucuns disent que la crise actuelle de la pensée théologique et philosophique dans les contextes islamiques est due au fait d'avoir raté, peut-être non sans raison, la séquence moment Descartes, moment Freud, et ce qu'il y a entre les deux pour les penseurs musulmans. Et que diriez-vous de ceux qui disent, à contrario, mais on ne les entend pas beaucoup, on a minoré quand même pour l'humanité l'apport d'un Molla Sadra Shirazi?
Oui, je crois qu'on l'a minoré et qu'il est temps de le découvrir dans son ampleur, dans sa complexité. C'est un auteur d'une extraordinaire densité qui est simple dans certains de ses traités, qui est relativement, mais qui est extraordinairement difficile dans d'autres. Le plus simple probablement, parce qu'il est en plus bien traduit et disponible en livre de poche, serait le verset de la lumière, hein, parce que j'essaye dans ce livre de donner aussi des conseils de lecture. Je consacre une quarantaine de pages aux philosophes arabo-musulmans. On pourrait dire que c'est démesurément peu, si vous voulez, mais pas plus aux autres traditions d'ailleurs. Et simplement, ce que je veux, c'est essayer de montrer les perspectives, les liens, et j'essaie de donner quelques conseils de lecture, ce qu'il faut lire de plus facile, de plus difficile, des ouvrages complémentaires, quelques glossaires, enfin bon. Et le verset de la lumière est le fameux verset 35 de la sourate 24, la sourate éponyme sur la lumière, et qui parle de lumière sur lumière, et qui était même à l'origine, pour certains, de la pensée d'un Sohrawardi et aussi plus tard dans le commentaire de Mullah Sadra Shirazi. C'est-à-dire que vos indications sont à juste raison appropriées. Je l'espère. Je suis heureux de vous l'entendre dire, parce que vous savez, j'ouvre une très brève parenthèse, mais je crois que c'est pas une modestie feinte du tout lorsque on se livre à l'exercice que j'ai tenté, c'est-à-dire en 330 pages, essayer d'expliquer non pas l'histoire de la philosophie mondiale sous tous ses aspects, toutes ses langues et traditions, ce qui serait absurde, mais au moins comment marche l'intérieur d'une tête philosophique indienne, chinoise, juive, bouddhiste, arabo-musulmane, on est déjà dans une grande démesure. Et j'espère que c'est utile, mais toujours, forcément, quand on se livre à ce genre de travail, quelles que soient les précautions qu'on prend, les lectures qu'on multiplie, les efforts qu'on fait pour traduire, pour effacer un peu la sueur aussi de temps en temps, et que ça soit agréable à lire, on tremble en même temps d'avoir quelque part, non pas oublié, parce que je sais qu'il y a de grands oublis, mais dit une bêtise, accentué mal un élément, quelque chose comme ça. Bon. Et donc, ce que vous me dites me rassure. Mais je voudrais peut-être revenir une seconde sur Mullah Sadra Shirazi et sur votre question qui me paraît très importante sur la temporalité. C'est Christian Jambet, si ma mémoire est bonne, qui souligne ce point-là et qui fait remarquer que quand Mullah Sadra Shirazi étudie à Ispahan, quand il enseigne à Shiraz. On est 1571-1640 pour les auditeurs, pour sa trajectoire de vie aussi. Il meurt à Basra en 1640. Après avoir étudié à Shiraz, avoir voyagé, être revenu ensuite à Shiraz. Et c'est le temps où, en Occident, en Europe, Francis Bacon annonce la nouvelle Atlantide, la méthode expérimentale, le progrès des sciences, les grandes explorations. C'est la naissance, finalement, des temps modernes. On est après Copernic, on est après la rupture de Galilée, la naissance de la physique mathématique. Enfin, quelque chose qui, je pense au titre du livre célèbre d'Alexandre Coiré, Du monde clos à l'univers infini, on a basculé dans un autre savoir, une autre époque, Descartes, et là aussi déjà, puisque quand Mullah Sadra Shirazi meurt en 1640, Descartes a publié le discours de la méthode en 1637, on pourrait avoir l'impression que ce penseur, qui lui ne se réfère essentiellement qu'Aristote et aux Grecs, comme s'ils étaient toujours présents, comme s'ils étaient toujours en vigueur, toujours là, et d'une certaine manière, je ne sais, j'aurais les dire en retard, mais en tout cas, hors l'histoire. Et c'est peut-être ça qui est intéressant. Oui. Je ne m'empêche pas de voir un autre parallèle un peu plus tard, qui est celui de deux autres contemporains à 21 ans près, Emmanuel Kant et Mohammed ibn Abdel Wahhab.
Le premier nous parle de la religion dans les limites de la raison, et l'autre qui nous parle du livre des péchés, ou comment faire ses ablutions et se rendre à la mosquée. Ce sont peut-être là aussi des temporalités qui pourraient ou peuvent expliquer une sorte de divergence dans la pensée contemporaine, que un travail de réforme méconnu encore ou peu connu essaye de rattraper et qui n'est pas encore perçu par la grande opinion, comme on dit. Oui, et il faudrait, je pense, à ce moment-là, c'est une des choses que peut-être très modestement j'essaye de faire ou d'indiquer, sortir, autant que faire se peut, de nos œillères temporelles. C'est-à-dire, au lieu de penser que notre histoire est la seule valeureuse, possible et existante, s'apercevoir qu'il y a des temporalités, j'ai envie de dire de pensée, mais aussi probablement de rapport à l'existence, fondamentales qui sont pratiquées, vécues et existent dans d'autres traditions. Et ça, il faut, me semble-t-il, s'en rendre aussi conscient que possible. France Culture, question d'islam, Khaleb Bencher. Avec Roger Paul Droit, agrégé de philosophie, philosophe, écrivain, universitaire, auteur de nombreux ouvrages, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences Po, journaliste et vous êtes un acteur du débat intellectuel, et de nos jours où il y a cet affaissement effectivement du débat intellectuel et de la pensée, heureusement que il y a des personnes comme vous, Roger Paul Droit. Et aujourd'hui, dans ce voyage à travers les philosophies du monde, nous nous sommes arrêtés un peu sur la philosophie ou les philosophes arabo-musulmans, la philosophie islamique. Et à un moment donné, vous parliez aussi en gros, de la naissance du kalam, un terme arabe qui renvoie à la parole, à la théologie, enfin un discours sur le divin. Et vous me dites qu'il y a derrière aussi une tradition sapientielle, parce qu'il y a des apophthegmes, des aphorismes, des locutions qui renvoient à la sagesse, et donc qui dépassent le cadre proprement théologico-philosophique. Oui, alors est-ce que ça le dépasse ou est-ce que c'est inclus dedans? Ça, c'est une... Ou ça le caractérise peut-être. C'est une grande question, c'est-à-dire je crois que ces modalités qui consistent à donner des histoires exemplaires, des scènes vécues, des répliques, et existent, bien évidemment, dans la tradition arabe, il y en a beaucoup d'origine persane aussi, et ce fond est repris, mais il est fort comparable, me semble-t-il, à ce qui existe aussi dans la tradition grecque,
où on a toute une série comme ça d'histoires, d'exemplats, d'apophthegmes, je pense aux pseudo-fossilides, par exemple, l'idée d'une sagesse des nations, voyez-vous, qui se transmet comme ça et se commente, et qui n'a rien de simplement méprisable philosophiquement. Elle peut fournir, et c'est le cas, je crois, dans de multiples traditions culturelles, elle peut fournir cette sagesse des nations, un matériau à la réflexion. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, le conseil que tu dois suivre si tu veux bien vivre, ça c'est déjà une bonne chose, mais c'est peut-être un peu trivial. Mais c'est sur quoi se fonde ce conseil, qu'est-ce qu'il nous apprend, comment il peut être éventuellement analysé, prolongé, approfondi, voilà. Roger Paul Droit, si tant est que ce soit nécessaire maintenant, et sans vouloir entrer dans des considérations très pointues, si vous pouviez nous dire, selon vous, quel est l'apport, notamment au niveau de l'intellect agent, qui serait une sorte de contribution au corpus philosophique de ces penseurs ou ces auteurs ou ces philosophes hellénisants? Alors, cette question, effectivement, de l'intellect agent, elle est tout à fait singulière parce que elle naît de la lecture par les penseurs arabes des textes d'Aristote. Quand on regarde chez Aristote, il n'y a pas cette idée, en tout cas pas dans la manière dont ils le lisent. L'idée d'Aristote, c'est que dans l'intelligence, il y a ce qu'il appelle le nous, c'est-à-dire l'esprit qui distingue, mais c'est un intellect qui est passif, qui distingue finalement dans les choses des catégories qui y préexistent, qui sont déjà là. Mais il y a aussi, pour Aristote, l'idée que nous construisons par moments dans des raisonnements, des vérités qui sont en lien avec des vérités éternelles. Alors il est critique de Platon et du ciel des idées, des formes éternelles, bien sûr, mais il y a tout cela chez Aristote. Mais ça n'est pas, et quand il parle d'un intellect qui est séparé, je crois qu'il veut dire que ce n'est pas les êtres humains qui forgent ces vérités et qu'ils y accèdent parce qu'elles sont inscrites finalement dans la structure du monde ou dans les choses. Seulement, comment c'est lu par Al-Farabi, par Avicenne, ensuite par Averroès, comme l'accès, quand nous raisonnons, à ce qu'ils appellent l'intellect agent, c'est-à-dire d'une certaine manière à un processus d'intelligence divine. Quand nous calculons, ce n'est pas nous comme individus, c'est nous qui entrons en quelque sorte dans le calcul divin. Oui. Alors, il y a là quelque chose qui est, je crois, véritablement fascinant et qui a fasciné pendant des siècles, parce que bien évidemment, cette élaboration qui est l'invention, la création, l'élaboration propre de ces penseurs, elle se transmet, notamment par Siger de Brabant, puis par Thomas d'Aquin, etc. Elle se transmet à tous les philosophes médiévaux de la chrétienté européenne, et ça devient quelque chose de tout à fait important. Alors aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait bizarre, d'une certaine manière, lointain. Je ne pense pas que l'intellect agent agite beaucoup, à part les historiens de la philosophie, les médiévistes. Enfin, je ne crois pas que ça mobilise grand monde. Et pourtant, je crois qu'il y a pas seulement la noosphère de Teilhard de Chardin qui pourrait y faire penser, mais tout simplement la connexion du monde numérisé. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous parlons d'intelligence collective à travers les réseaux sociaux, à travers la connexion générale, que finalement peut-être n'être pas très très loin de cette idée que notre intelligence individuelle n'est pas simplement une affaire close qui ne concerne que nous, mais d'une manière ou d'une autre, un branchement, si j'ose dire, sur des processus parfois machiniques dans le monde numérique ou bien collectifs qui agissent indépendamment de notre propre chef. Même Wittgenstein
Je pense à ce que Jacques Bouvresse disait de la critique chez Wittgenstein du mythe de l'intériorité. La pensée, c'est pas seulement dans ma tête. C'est aussi dans les bibliothèques, dans les kiosques à journaux, dans les disques durs. Et de la pensée, il y en a aussi, bien évidemment, qui circule, se produit, se poursuit indépendamment de nos seules têtes isolées. Et d'une certaine manière, l'intellect agent peut être, je ne dirais pas la même chose, mais rapproché ou éclairer, peut éclairer ces phénomènes-là. Le dernier aphorisme de Ludwig Wittgenstein dans son Tractatus Logico-Philosophicus a supposé que la traduction soit bonne, parce qu'il y a un débat sur la bonne traduction, et selon Jacques Bouvresse et d'autres, c'est comme si quelqu'un est monté sur le toit d'une maison et puis il a jeté l'échelle, puisqu'il dit ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Or, ce dont il a longuement parlé et durant tout le TLP, le Tractatus Logico-Philosophicus, est quelque chose qui est difficilement perceptible et donc on ne peut pas vraiment en parler, donc il faut le taire. Oui, mais il y a deux choses. Alors, je ne vais pas faire long sur Wittgenstein, puisque c'est pas vraiment notre sujet, mais puisque vous en parlez, non, il y a deux choses. Je crois qu'il y a d'abord les limites du langage qui sont en question. Ce que Wittgenstein appelle le mystique, c'est ce que on ne peut que désigner et non pas parler. Si vous voulez, dit-il, expliquer ce qu'est la couleur verte à quelqu'un qui ne l'aurait jamais vue, vous n'avez pas de mots, vous pouvez juste pointer de votre index un objet vert et lui dire « le vert, c'est ça ». C'est ça le mystique pour Wittgenstein, c'est-à-dire ce qui est hors langage et qui bien évidemment va trouver des noms, mais qui ne peut pas être expliqué à l'intérieur de du langage lui-même. Et enfin, puisque vous parliez de l'échelle, ça je vais passer plutôt sur le versant Wittgenstein et les bouddhistes, il y a quelque chose de tout à fait frappant dans le fait que Wittgenstein conçoit sa pensée comme purement instrumentale. Il dit finalement, si on arrive en haut d'un mur, eh bien on ne garde pas l'échelle, on la jette et on reste... oui, ça a servi à arriver là. Et c'est ça pour lui en quoi consiste la réflexion. Mais on trouve exactement la même chose chez les bouddhistes. Le Bouddha dit ma doctrine sert à aller sur l'autre rive et on ne prend pas la barque sur son dos quand on y est. C'est la même idée d'une instrumentalisation de la pensée pour une sorte de, j'ai envie de dire, de pragmatisme du progrès spirituel, mais pas d'attachement à la doctrine elle-même. Cette excursion en dehors du paysage arabo-musulman ou persano-musulman, ça nous a illustré l'importance de la réflexion, de la cogitation. Nous nous approchons du terme de l'émission, Roger Paul Droit, et peut-être finir sur le caractère assidu, persévérant de ces auteurs, et vous évoquez Avicenne qui lit plusieurs fois, enfin en réalité il dit lui-même que c'était 40 fois, la métaphysique d'Aristote, il n'y a rien compris. Le jour où il a trouvé sur un étal le commentaire d'Al-Farabi de la métaphysique d'Aristote, tout est devenu clair pour lui. Donc il y avait aussi un investissement, un engouement, une volonté de la part de ces philosophes d'apprendre et de chercher et de réfléchir. Ah oui, ce sont d'immenses travailleurs. Et des travailleurs, je crois, absolument et résolument obstinés. Probablement pour des raisons intellectuelles, mais indissociablement, puisque c'est le fil rouge, pour des raisons spirituelles. Arriver à comprendre de l'intérieur, profondément et clairement, Aristote en l'occurrence, ou des questions de métaphysique posées par Aristote, ça n'est pas simplement par plaisir de faire de la théorie. C'est bien évidemment parce qu'il s'agit d'élucider
des questions qui sont spirituellement vitales, si j'ose dire. Et là, il y a, je crois, quelque chose qui explique le moteur de leur... et c'est vrai d'Avicenne, c'est vrai aussi d'Averroès. On est frappé quand on voit les choses du dehors et qu'on lit leurs commentaires des commentaires, enfin je pense à Avicenne, à Averroès, pardon, qui séquence les commentaires en petits, moyens ou grands. L'épitomée, le compendium et le grand commentaire. Voilà, et on est frappé, si vous voulez, par le fait qu'il est parvenu, d'une certaine manière, à force de fréquentation des textes, de patience, d'assiduité, comme vous dites, à comprendre Aristote de l'intérieur, au point de pouvoir tout à fait clairement critiquer Avicenne en l'occurrence, pour n'avoir pas bien compris, pour avoir un peu platonisé Aristote par moments. Il y a là une finesse et une acuité de la compréhension qui sont absolument remarquables. Merci infiniment. Merci, nous arrivons au terme de l'émission. Merci, cher Roger-Paul Droit. C'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé de philosophie, les philosophies du monde au pluriel, et nous nous sommes arrêtés un peu sur la philosophie islamique. Chers amis auditeurs, vous retrouverez cette émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Vous aurez à la réécouter et à la podcaster. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abkral. La prise de son aujourd'hui est assurée par Sébastien Royer et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lina.